Savez-vous comment interpréter le langage corporel? Aimeriez-vous enfin gérer vos pensées négatives et vous libérer de ce qui vous empêche vraiment de réussir? Voudriez-vous booster votre motivation? Bienvenue dans mon univers de neurocoach. Mon nom est Annabelle Boyer. Je vous propose des capsules sur les neurosciences, l'hypnose, l'analyse de la communication non verbale, la PNL et bien plus encore afin de développer le plein potentiel de votre cerveau. Bonne écoute! Une toute nouvelle chronique à Radio Unicité, mais avec une collaboratrice que vous connaissez déjà. Elle est coach certifiée de l'Institut des neurosciences appliquées, experte en analyse du langage corporel et elle possède aussi plusieurs autres qualificatifs en libération des relations toxiques, détection des mensonges. Elle a écrit plusieurs livres best-sellers, dont son plus récent « Libérez-vous de votre passé et accéder à votre puissance » aux éditions Béliveau. On a déjà fait plusieurs émissions qui portaient sur ce sujet. C'est un bonheur de t'accueillir à nouveau dans le monde de Slide Chapel. Annabelle Boyer, bienvenue. Merci beaucoup. Tu es habituée à Radio Unicité et les auditeurs te connaissent déjà. On a travaillé ensemble sur la complexité du cerveau humain. Et c'est tellement complexe qu'on a décidé d'en faire une chronique. Alors, c'est ta chronique à toi, les secrets du cerveau humain. Et on va être suspendu à tes lèvres parce que le cerveau, il travaille pas mal, hein? Continuellement. Et ce qui est très intéressant, c'est que les neurosciences nous montrent énormément de facettes et nous permettent de mieux comprendre certaines choses, mais aussi d'infirmer certaines hypothèses pour nous permettre vraiment de pouvoir pratiquer certains éléments, de pouvoir utiliser des outils, des exercices pour décupler la puissance de notre cerveau, mais aussi mieux comprendre certaines réactions que l'on a qu'on ne comprenait pas nécessairement auparavant. Et c'est tellement large et vaste que à quoi on peut s'attendre au cours des prochaines semaines dans cette chronique-là? Quel sujet on va aborder au fil du temps? Écoute, je t'en ai trouvé plusieurs. On va aborder évidemment les relations toxiques, on va aborder le langage corporel, mais on va regarder aussi pourquoi on se retrouve par moment avec le syndrome de l'imposteur, pourquoi on procrastine sur certains éléments, pourquoi on n'arrive pas à tenir nos résolutions et comment on peut reformater notre cerveau pour être capable enfin d'atteindre les objectifs qui vraiment nous tiennent à cœur durablement. Parce que non seulement il y a des recherches en neurosciences, mais il y a des recherches aussi en psychologie et il y a des éléments qui nous viennent de l'hypnose, de la PNL, de l'EFT, des techniques extrêmement puissantes quand on veut reprogrammer son inconscient. On dit qu'on utilise un infime pourcentage de notre cerveau humain. Est-ce que c'est possible de le développer et d'augmenter ce pourcentage-là où l'être humain est un peu confiné à utiliser une seule partie? En fait, ce qu'on a compris en neurosciences, c'est qu'on utilise l'ensemble de notre cerveau, mais on ne l'utilise pas de la bonne façon. Donc, l'idée, c'est de mieux outiller le cerveau parce que très souvent, on perd beaucoup d'énergie à ruminer, à avoir des pensées négatives en boucle. Et ça nous prend notre énergie, ça nous prend aussi des heures de sommeil parce que ça nous fait faire de l'insomnie, ça nous enlève aussi notre motivation et ça brûle des neurotransmetteurs que l'on ne peut pas utiliser à ce moment-là, justement pour développer nos objectifs. Donc, l'idée, ça va être d'optimiser le fonctionnement du cerveau, mais en neurosciences, on sait aussi que l'on peut créer de nouveaux chemins neuronaux, donc développer les capacités du cerveau pour rendre le cerveau plus instinctif, plus intelligent, parce que l'intelligence, ça se développe. Ce n'est pas quelque chose qui est inné, c'est quelque chose qui se développe et on peut le développer. On va développer ça ensemble au cours des prochaines semaines. Si tu le veux bien, Annabelle, on va plonger dans le sujet d'aujourd'hui, notre première chronique qui va porter sur les relations toxiques parce que ça empoisonne le quotidien de plusieurs personnes en ce moment depuis les dernières années. Il y a eu tellement de divisions aussi avec tout ce qu'on a connu dans les dernières années qu'on s'entoure de personnes qui sont toxiques pour notre évolution
évolution, notre entourage, notre paix aussi intérieure et extérieure. Donc, il y a sûrement des signes qui nous donnent un indice, en fait, qu'on est en présence d'une personne toxique. C'est ce qu'on va voir avec toi dans cette chronique. Totalement. En fait, on sait, il faut faire la distinction entre quelqu'un qui utilise des techniques de manipulation et une personne qui serait ce que l'on appelle un pervers narcissique, parce que ce sont deux choses différentes. La personne qui manipule de temps en temps, faut s'entendre là, tout le monde, et je dis bien tout le monde, manipule à un moment ou à un autre dans sa vie. Parce qu'il y a des moments où on a une blessure qui s'est activée et on n'apprécie pas le comportement de l'autre, on a de la difficulté dans une situation et dans ce temps-là, on va essayer de tirer la couverte de notre côté. On va essayer d'obtenir un avantage ou on va essayer de ne pas perdre un avantage. Et quand on apprend de ces situations-là avec la sagesse, bien, généralement, on a moins de comportements manipulateurs, mais je suis certaine que, comme moi, tu connais des gens qui ont un certain âge et qui manipulent encore. Ah, donc, ça, définitivement, oui. Donc, on a des gens qui utilisent des techniques de manipulation pour obtenir quelque chose, avoir un gain, ou pour ne pas perdre quelque chose. Maintenant, il y a ce que l'on appelle les pervers narcissiques. Ça représente 3% de la population, mais ce 3%-là, il cause des dommages importants et généralement, il va atteindre plusieurs personnes, au moins 3 victimes par pervers narcissique. Le pervers narcissique... D'une vie? Au cours d'une vie. OK. 3 grosses victimes. Il va faire des victimes collatérales, là, mais il va avoir au moins 3 grosses victimes. OK. Puis le pervers narcissique, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne naît pas pervers narcissique, on le devient. Mais on le devient dans la jeune enfance. En ce sens que le pervers narcissique, généralement, quand on l'étudie, c'est quelqu'un qui a eu des parents non constants et non cohérents. Donc, des parents il y en a un des deux parents qui va dire oui, puis l'autre parent va dire non. Des parents qui sont tellement épuisés qu'à force de demander continuellement, en boucle, l'enfant finit par obtenir un oui. Donc, l'enfant comprend que s'il continue, il va avoir le parent à l'usure. Et ça, dans ce temps-là, l'enfant apprend justement à manipuler. Et quand ça se développe dans la jeune enfance et que ce n'est pas recadré, ça va occasionner certains problèmes. On remarque, entre autres, que ces gens-là ont peu d'empathie. Ça veut dire qu'il y a des neurones dans le cerveau qui ne se sont pas développés. C'est ce qu'on appelle les neurones miroirs. Et comme il est habitué de tester continuellement et qu'il cherche à gagner, il ne développe pas les neurones miroirs que la majorité des gens ont. Donc, il va développer une difficulté à comprendre les émotions des autres. Il voit les émotions des autres, mais lui, ça ne l'atteint pas. Donc, il est capable de jouer avec les émotions des autres, mais lui, ça ne le dérange pas. Pour lui, c'est comme ça. C'est sa façon d'agir. Ou on domine, ou on est dominé. Il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de remords. J'ai causé ça. Il va faire semblant d'avoir des remords pour qu'on croie en son histoire, mais dans les faits, il n'y en a pas. Et il va recommencer. OK. Parce que c'est sa façon de fonctionner et c'est une façon dans laquelle il est gagnant. Il a toujours réussi à tout obtenir de cette façon-là. Pourquoi il deviendrait normal? Et là, il serait obligé de ne pas réussir sur certains plans. Donc, inévitablement, ces gens-là, si on ne les recadre pas avant l'âge de 15 ans, après, il devient trop tard parce que les neurones miroirs ne se sont pas développés. Donc, il n'est pas capable de faire de l'introspection, il n'est pas capable de se remettre en question, il n'est pas capable de voir que ce qu'il fait cause du tort à l'autre parce que lui, ça ne lui cause pas de tort. Par contre, il est capable de jouer très facilement avec nos émotions. Un des premiers signes qu'on est en train de tomber dans une relation toxique, et c'est un signe qui est vraiment marquant, c'est ce qu'on appelle le love bombing. Le love bombing, comme le nom l'indique, c'est un flot, un débordement d'amour. On a l'impression, quand c'est en amour, d'avoir enfin rencontré l'âme sœur exceptionnelle. En affaires, on a l'impression d'avoir enfin rencontré le partenaire d'affaires exceptionnel. Et il va tout faire pour combler tous les vides que l'on ressentait. Il va envoyer des tonnes de textos super engageants. Il va appeler,
il va envoyer des courriels, il va nous inviter au restaurant, il va nous inviter dans des activités. Il est hyper présent. Et quand je dis plusieurs textos, c'est pas 1 ou 2 par jour, c'est 80 dans la même journée. C'est vraiment un débordement. Et il va s'arranger pour nous faire parler, nous faire raconter tout ce qui a été difficile dans notre vie pour supposément nous réconforter, pour supposément nous envelopper de son amour, nous dire à quel point on est extraordinaire, à quel point il ne sait pas comment il a fait pour vivre toute sa vie sans nous, à quel point il aurait aimé ça nous rencontrer beaucoup plus tôt, à quel point on est en train de changer sa vie. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Et ça prend énormément de place. Et en amour, généralement, ça va donner des relations sexuelles très, 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 très intenses et très, 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 très présentes. Et ça va être un 3 semaines vraiment où vous allez avoir l'impression que la vie a complètement changé. En fait, vous n'avez plus de vie en dehors de l'amoureux ou de l'amoureuse ou de ce partenaire d'affaires-là. Il ou elle prend toute la place partout. Et il s'arrange pour qu'il n'y ait pas de moment mort. Il n'y a pas de temps mort. Il n'y a pas de moment où vous ne pouvez pas penser à lui ou à elle parce qu'il vous bombarde tellement de textos extraordinaires. Il vous fait sentir tellement bien. Il vous fait tellement de compliments. Il est tellement à votre écoute. Il est tellement réconfortant. Il vous fait tellement de promesses. Et il s'arrange, évidemment, en vous faisant parler pour identifier c'est quoi les rêves qui ne sont pas encore réalisés pour vous faire rêver qu'avec lui ou avec elle, ça va être enfin possible. Donc, lui, il joue ses cartes comme il faut en se renseignant. Là, Oui. il prépare l'avenir là, T'as tout pour compris. être sûr que ça devient une dépendance pour C'est la ça. personne. Wow. Tu as dit exactement le bon mot. Ça crée une dépendance. Fait qu'après ça, après à peu près 2-3 semaines, là, il va commencer à ralentir un peu son love bombing et il va commencer à avoir des petites périodes de silence. Mais là, comme ça fait 2-3 semaines qu'on se fait injecter de l'amour à forte dose, ça crée en effet une dépendance. Et là, quand ça fait 1 heure qu'il n'a pas donné aucune nouvelle, là, ça nous tourne dans la tête comme un alcoolique qui essaye d'arrêter de boire là, puis qui a soif. Comme quelqu'un qui essaye d'arrêter de fumer puis qui aurait envie d'en griller une. Ça crée exactement le même effet. On ressent un manque tellement important qu'on a de la difficulté à se concentrer sur le travail, sur les enfants, sur la maison. On est omnibulé par l'autre personne. C'est justement le deuxième signe, la dépendance se met en place. Et comme on a l'impression, je dis bien, on a l'impression d'être amoureux, on pense que c'est de l'amour parce que c'est vraiment extraordinaire. On a un flot d'hormones et de neurotransmetteurs extrêmement agréables. On a l'ocytocine qui est l'hormone d'engagement et d'amour. On l'a là, mais à côté dans le tapis. Puis le corps se met à sécréter bien de l'endorphine parce qu'on fait souvent l'amour. Donc, on n'a plus mal nulle part puis on se sent merveilleusement bien. On a une surdose de sérotonine, fait qu'on est toujours de bonne humeur. On se fait bombarder de compliments, fait que notre dopamine est super élevée. La dopamine, c'est justement l'hormone du plaisir et de la récompense. Et comme il nous donne beaucoup, 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 beaucoup de compliments, il fait en sorte qu'on produit beaucoup, beaucoup, beaucoup de dopamine et c'est ça qui crée la dépendance. Parce que la dopamine, c'est justement cette hormone-là, ce neurotransmetteur-là qui est toujours impliqué quand une addiction se développe. Mais là, comme il commence à avoir des petits temps morts, des moments de silence, nous, on commence à angoisser. Comment ça se fait qu'il ne me donne pas de nouvelles? On s'inquiète. On s'inquiète, exactement. Au début, c'est de l'inquiétude. Tranquillement, même si on ne l'était pas avant, ça va se transformer en jalousie. Même si avant, on n'était pas quelqu'un de jaloux. Parce que là, on a été tellement bombardé d'amour que le manque crée un clash énorme, mais vraiment énorme. Et là, on a un autre signe qui va apparaître. Parce qu'après 2-3 semaines, il va commencer à faire des petits commentaires. Des petits commentaires qui servent à semer le doute dans notre esprit. Du genre, ouais, ton amie, là, t'es sûr que c'est vraiment une bonne amie?
Parce que moi, je pense que tu mérites mieux que ça. Moi, en tout cas, le commentaire qu'elle t'a fait l'autre jour, j'ai trouvé ça cheap pas mal. Là, moi, si j'étais toi, je reverrais mes amitiés. Ah. Et là, là, on va y penser. Puis là, on va se poser des questions. Puis ça se peut que l'amie ait fait un commentaire particulier. Mais parce que c'est une amie, elle peut se permettre de nous dire qu'on est peut-être trop collé sur l'autre, puis que peut-être qu'on pourrait avoir un peu plus de liberté. Puis peut-être que notre ami est capable de nous dire que le vêtement il est trop serré, puis ça fait paraître les bourrelets. C'est juste à ça que ça sert aussi les amis. Ouais. Mais comme lui, son objectif, c'est de nous isoler, de nous retirer de nos relations d'amitié pour qu'il ait l'ensemble de l'emprise, qu'il ait toute la place. Mais il va s'arranger pour que tranquillement, on doute de nos relations d'amitié avec les autres. Et il va nous faire d'autres petits commentaires. T'es sûr que ça te fait bien, ce vêtement-là? En tout cas, moi, je trouve ça décolleté pas mal. Là. Moi, je trouve que... En tout cas, moi, je pense que ça serait pas une bonne idée de porter ça. Et là, on va se remettre en question sur notre façon de s'habiller. Puis là, il va commencer à utiliser une autre stratégie. Il va inventer des faux souvenirs. Tu sais, l'autre jour au souper, là, quand tu m'as dit que là, j'avais pas d'allure, en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment plate que tu me dises ça. On y a jamais dit ça. Mais lui, il est convaincu qu'on y a dit ça. Puis là, il va dire... Il rend l'autre coupable? Oui. Par quelque chose qui n'a pas existé. On est bel et bien allé au souper, on a bel et bien eu une conversation, il y a bel et bien eu un bout un peu plus difficile, mais on n'a jamais dit qu'il n'y avait pas d'allure. OK. Mais lui, il modifie pour qu'on se mette, puis il a l'air tellement convaincu là, qu'on va se mettre à douter de nous. Parce que là, on va se dire, mon Dieu, j'ai-tu dit ça, mais je m'en souviens pas. Mon Dieu, il a l'air d'avoir vraiment de la peine. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit qu'il a pu me le mettre dans cet état-là? Et comme nous, on a beaucoup d'empathie, beaucoup de capacité d'introspection, bien, on se remet en question. On doute de nous. Et il va jouer à ce jeu-là plusieurs fois, ce qui fait qu'à un moment donné, on n'ose plus trop rien dire parce que là, on ne sait pas trop comment l'autre va l'interpréter. Fait qu'on n'ose plus trop aller voir nos amis. On n'ose pas parler de la relation à quelqu'un d'autre parce qu'au début, on a tellement dit que c'était extraordinaire que là, si on allait dire à nos proches que c'est pas extraordinaire, puis qu'il fait des petits commentaires bizarres, puis qu'il y a des réactions un peu bizarres, bien, ça serait avoué qu'on s'est trompé royalement. Ouais, c'est dur pour l'ego, ça. Exactement. Et on espère donc qu'il ou elle va redevenir comme dans les 2-3 premières semaines. Parce que quand il y a des écarts de conduite, quand il hausse le ton, quand il nous fait des commentaires vraiment poches, mais là, à un moment donné, il va dire « Ah, je m'excuse, c'est parce que là, c'est le travail qui me stresse, puis là, c'est mon patron qui est toujours sur mon dos, puis là, j'ai eu un problème avec tel client. » Fait qu'il va se trouver des excuses parce que ce n'est jamais de sa faute. Bien sûr. Puis là, ça attire la pitié, là. Exact. Et là, arrive l'inévitable. On va tomber dans le syndrome du sauveur. On va se dire, pauvre de lui, pauvre d'elle, je vais l'aider. Son patron n'est pas gentil, je vais l'aider à préparer son évaluation de rendement. Le client n'est pas gentil, mais je vais l'aider, puis je vais le faire ventiler, il en a besoin. Et on va l'aider, puis on va prendre sur nos épaules le stress de l'autre. Donc, on se rajoute une charge émotionnelle. Et pendant ce temps-là, lui, il n'est pas en train de faire l'introspection, puis il n'est pas en train de regarder son comportement, puis il n'est pas en train de regarder qu'est-ce qu'il aurait pu faire ou dire autrement. Mais nous, on prend en charge. Et là, on se sent responsable de l'état de l'autre. Puis là, on se dit, là, j'aimerais ça y parler d'un sujet difficile, mais là, je ne suis pas pour le faire aujourd'hui. Je sais qu'il traverse une mauvaise passe, fait que j'en parlerai pas. Fait qu'on se met à encaisser plein de comportements qu'il ou elle a, qui n'ont pas d'allure. Et plus ça va, plus son comportement empire. Parce que le pervers narcissique a toujours un objectif. Mais l'objectif n'est pas toujours clair au début. Dans certains cas, l'objectif, c'est de mettre la main sur votre compte de banque ou sur votre héritage. Ou sur le condo dont vous êtes propriétaire. Parce que ça, je l'ai vu souvent aussi. Monsieur ou madame a des blocs appartements, puis le pervers narcissique ou la perverse narcissique voudrait que son nom soit rajouté comme copropriétaire sans avoir rien investi. Donc, il s'arrange pour avoir quelque chose à aller chercher. Ça se peut aussi que son objectif, c'est d'avoir une place dans l'entreprise où vous travaillez, parce que vous allez évidemment vous arranger pour le faire rentrer. Ça se peut que l'objectif, c'est d'avoir son esclave émotionnel. La personne qui va tout faire pour qu'il ou elle se sente mieux.
Ça veut dire drainer toute votre énergie, puis faire en sorte que vous n'ayez plus de loisirs, plus d'amis, plus de liens familiaux. Vous allez juste vous occuper de lui ou d'elle. Il va devenir le centre de l'univers de la Oui. personne, c'est ça. Exactement, parce qu'il a besoin d'être le centre de l'univers. En fait, pour lui, l'univers tourne autour de lui ou d'elle, et il ne comprend pas qu'on puisse accorder de l'attention à autre chose que lui ou elle. Mais il a besoin donc de quelque chose. Fait que ça peut être de dire, ben, je veux ta joie de vivre, puis je vais toute la siphonner. Je veux ton énergie, puis je vais toute la siphonner. Tu as un grand réseau professionnel, ben, je vais m'arranger pour que tu me mettes en contact avec tout le monde, pour que quand je vais te laisser, ben, moi, je vais avoir ton réseau. Je vais m'arranger pour avoir ta job. Je vais m'arranger pour être l'ami de ton patron. Ils ont toujours un objectif en arrière-plan. Et c'est ça qui est dangereux parce qu'au début, ça paraît pas. On s'en rend pas compte. On le voit pas. On est illusionné aussi par l'amour. Il y en a qui attendent juste après ça d'être amoureux, puis d'avoir de l'attention, puis des petits messages, des fleurs, puis des sorties au cinéma ou des relations sexuelles. Il y en a qui sont abstinents depuis un petit bout parce qu'ils n'ont pas rencontré. Puis là, hey, c'est donc le fun. Alors, ils ne s'aperçoivent pas de ça parce qu'ils attendaient ça depuis longtemps. Ils attendaient ça depuis longtemps et ça répond vraiment à des besoins profonds. Tout le monde a besoin d'être aimé, d'être apprécié, de faire partie d'un clan. Ouais. Tout le monde a besoin de ça. Mais Annabelle, comment une personne peut se ramasser avec ce genre de relation-là? Est-ce que c'est ceux qui sont plus vulnérables? Est-ce que c'est... Qui tombe dans ce piège-là? Écoute, j'ai regardé à peu près une 50aine d'études pour être capable de comprendre à qui ça arrivait. Je suis obligée de te dire que c'est monsieur, madame, tout le monde. On n'est pas à l'abri de ça. Pas en tout. En fait, ce que les études en psychologie ont démontré, c'est que quand on pense que ça nous arrivera jamais, on est la meilleure proie. Parce que le pervers narcissique, lui, il va cibler des gens qui ont un besoin qui n'est pas comblé. Hey, ça, des gens qui ont des besoins pas comblés, on s'entend-tu que c'est 99,9% de la population? C'est ça. On n'a pas la relation amoureuse de nos rêves, on n'a pas de relation amoureuse pantoute. On voudrait devenir riche, on voudrait devenir millionnaire, on voudrait se démarrer une entreprise, on voudrait partir en voyage, on voudrait lâcher notre job pour faire complètement d'autres choses. Des besoins, on en a plein. Qui n'a pas de besoins non réalisés, non comblés? Ça n'existe pas. Et évidemment, il va s'arranger pour arriver dans un moment où on ne se méfie pas. Puis au début, je me disais, c'est dans une période de vulnérabilité, mais pas tout le temps. Okay. La vulnérabilité, elle n'est pas toujours là. Ça arrive qu'elle est là. Je me souviens d'une cliente, sa mère était décédée, elle avait un héritage qui s'en venait. Fait qu'elle avait évidemment la douleur d'avoir perdu sa mère, mais elle n'était pas particulièrement proche de sa mère. Fait que, tu sais, c'était pas une douleur de relation fusionnelle. Là. On n'était pas là, tu sais. Mais évidemment, ça brassait un peu dans la famille, comme quand la matriarche décède, puis qu'il y en a qui se chicanent pour savoir comment on va se répartir les biens, là. C'est ça. Mais le monsieur qui l'a approché, lui, évidemment, il y avait un supposé méga projet qui allait la rendre millionnaire, que ça allait faire comme Facebook, puis qu'elle allait avoir des actions extraordinaires qui allaient lui rapporter 10 fois plus son investissement d'ici 4 à 5 ans. Fait qu'évidemment, lui, ce qu'il a spoté, c'est le fait qu'elle aimerait ça quitter son emploi. Elle était vendeuse. Fait il savait qu'elle aimerait ça quitter son emploi, mais ce qui a cerné aussi, c'est qu'elle allait avoir un héritage qui allait rentrer. Puis évidemment, lui, les parts dans sa pseudo-entreprise, c'était 125 000 $. Fait qu'évidemment, il a ciblé quelqu'un qui pouvait répondre à ça, mais il est allé chercher son besoin d'être autonome financièrement et de pouvoir prendre sa retraite plus tôt pour se payer les voyages de rêve qu'elle voulait. Donc, un pervers narcissique, c'est vraiment un fin renard, là. Oui. Oui, ils sont brillants. Ils sont vraiment, vraiment brillants et ils peuvent flipper de personnalité en 15 secondes. C'est vraiment hallucinant. Je me souviens d'un client qui me racontait que lui, c'est sa mère qui était pervers narcissique. Puis à un moment donné, elle a fait tout un bateau comme quoi elle était malheureuse, puis ça n'avait pas de bon sens, puis elle habitait chez sa fille. Fait que lui, il est allé la chercher en pensant que c'était sa sœur qui était méchante avec sa mère, en espérant que sa mère avait changé, puis pourtant mon client était dans la cinquantaine. Il l'a ramené chez eux, mais
La mère, finalement, elle essayait de faire en sorte qu'il se sépare d'avec sa conjointe pour avoir son fils pour elle toute seule. Et elle a poussé la conjointe dans l'escalier. Oh. Quand il a vu ça, bien là, il a dit, là, ça va faire, c'est terminé, on ne veut plus rien, on ne veut plus te voir. Et là, lui, il s'en va au sous-sol, et ce qu'elle ne savait pas, c'est que les fenêtres étaient ouvertes. Fait que lui, il l'a entendu appeler, faire le 911, puis elle était en train de pleurer au téléphone pour dire qu'elle était maltraitée par son fils. Aïe, aïe, aïe. Parce qu'elle, ce qu'elle voulait, c'est qu'il lui cède la maison. Et là, à ce moment-là, il aurait perdu énormément. Là. Tu sais comment qu'une maison, ça ne vaut pas 50 000. Là. Fait qu'elle, ce qu'elle ciblait, c'était la maison gratuite. Que son fils allait lui payer, puis qu'elle allait lui devoir, puis elle était en train de le piéger pour qu'il soit obligé d'y céder. Mais c'est un revirement en 15 secondes. On dirait des histoires de films et pourtant, ça arrive dans la vraie vie, là, avec des gens qui vont probablement te consulter. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça, Annabelle? Est-ce qu'il y a une façon de se protéger de ces personnes-là? Puis là, on vient de donner des indices, là, des signes comme quoi vous seriez en présence de quelqu'un qui est toxique pour vous, qui peut faire des dommages. Mais à part les signes, quand on est confronté à ce genre de relation-là, comment on fait pour s'en sortir? Bien, en fait, la première chose, là, faut toujours viser un épanouissement. Si vous n'êtes pas heureux dans votre travail, là, il est le temps de rencontrer un coach, de rencontrer un orienteur, de rencontrer quelqu'un, puis de trouver en fait ce que vous voulez vraiment faire dans la vie. Parce que si vous n'êtes pas heureux au travail, c'est sûr qu'à ce moment-là, il y a une faille et la faille, elle est énorme. Si vous n'êtes pas heureux en couple, prenez un coach de couple, faites une thérapie de couple, faites quelque chose. Visez un épanouissement dans toutes les sphères de vie, ça va limiter les risques. L'autre chose, évidemment, il faut travailler sur nos blessures. Si, quand vous étiez enfant, mais vous avez eu un parent qui était peu présent parce qu'il a fait une dépression, parce qu'il a dû aller travailler à l'étranger, parce qu'il travaillait 60 heures semaine, mais vous avez développé, sans le savoir, un trouble d'attachement. Et ça, il faut le traiter. Et ça ne se traite pas tout seul. Donc, il faut aller chercher de l'aide auprès d'un professionnel parce que ça va limiter, encore une fois, les risques. Et on va travailler l'estime de soi. Un exercice que je fais faire souvent, que je n'ai pas inventé, il vient de Jack Canfield, dans son super gros livre « Le succès selon Jack ». Jack Canfield faisait faire 2 exercices hyper intéressants. Un, faire la liste de 100 réalisations dont on est fier. Parce que notre cerveau se souvient des mauvais coups, des erreurs, des échecs, de tout ce qu'on a fait de pas correct ou de tout ce que l'on n'a pas osé faire et on s'en veut. Il faut rappeler à notre cerveau qu'on a atteint des objectifs, qu'on a réalisé des rêves. Et plus on le lui rappelle, plus il a envie d'espérer que c'est possible. Et là, à ce moment-là, on rebâtit, entre autres, l'estime de soi. Un autre exercice qu'on peut faire, c'est la liste de 101 objectifs que l'on souhaite réaliser d'ici la fin de notre vie pour que notre cerveau fasse un focus sur ce qui est vraiment important pour lui. Ça nous permet de nous aligner sur exactement. Donc, d'être moins vulnérable et d'attraper n'importe quelle exactement. mauvaise personne. Puis, évidemment, c'est important d'avoir ce qu'on appelle des garde-fous. OK. Au moins 7 personnes de confiance à qui vous pouvez parler, à qui vous pouvez tout dire et dont vous acceptez le feedback. OK. Comme ça, quand arrive une nouvelle relation, vos amis vont le cerner tout de suite si c'est une relation toxique. Nos amis le voient toujours avant nous. Oui, parce qu'ils sont à l'extérieur, ils ne sont pas dans les émotions comme nous, donc ils ont un autre regard qui est vraiment, vraiment important et intéressant pour nous. Tu as tout compris. Puis en plus, ils vont nous voir changer sur les mauvais aspects. Oui. Tu sais, la crainte de décevoir, la peur de la réaction de l'autre, ça, c'est malsain. Si j'ai peur de comment l'autre va réagir, si j'ai peur de comment il va prendre mon texto, si j'ai peur de dire oui à une amie pour aller voir un spectacle, puis j'ai peur comment l'autre va réagir, ça, l'ami va le déceler. Et ça, c'est un indice. Parce qu'une relation saine, puis t'en as une, si tu veux aller voir un spectacle avec quelqu'un, puis que c'est pas avec ton conjoint, ben, il te fera pas de crise.
il va savoir qu'il y a des fois où on a envie de faire des activités avec d'autres amis ou avec des membres de la famille, puis qu'on sait que le conjoint, ça ne l'intéresse pas. C'est tout à fait normal et sain d'avoir d'autres activités en dehors de notre couple. Là. On a quelque chose à raconter après. Mais exactement. On peut avoir des loisirs différents, un travail différent, pas travailler pour le même employeur. On a des éléments différents et c'est normal et c'est sain, comme tu viens de le dire. Mais quand je n'ose plus aller, par exemple, dans mon cours de karaté, de peur que mon conjoint me dise « Ouais, mais là, en tout cas, tu ne passes pas beaucoup de temps avec moi », ça, c'est malsain. Et si je dis ça à un de mes amis, c'est sûr qu'il va me dire « Voyons, Annabelle, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu endures ça? » Voilà. Et nos amis vont servir à ce moment-là de garde-fous. Il faut bien les choisir. Parce qu'évidemment, tu le sais, on a des gens qui se nourrissent du drame, puis que dès qu'on leur raconte quelque chose qui ne va pas, ils vont amplifier tout ce qui ne va pas, puis là, ils vont se mettre à parler de tout ce qui ne va pas chez eux, puis finalement, toute la conversation revient à eux autres. Oui, c'est très négatif, ça. C'est ça, ça sert à rien. On veut quelqu'un avec qui on peut avoir un vrai échange, là. Oui, exact. Parce que ça va nous aider. Puis évidemment, l'idée, ça va être aussi de prendre un certain recul. Dans la relation sous emprise, la personne veut rentrer dans notre vie très vite. Elle veut habiter avec nous très vite. Elle veut partir en voyage avec nous très vite. Elle veut nous marier très vite. Wow, minute. Donnez-vous 6 mois. Avant 6 mois, là, vous n'habitez pas ensemble. Fait que c'est sûr qu'au bout d'une semaine et demie, 2 semaines, il n'est pas question que vous habitiez ensemble. Il faut prendre le temps de s'apprivoiser. Il faut prendre le temps de connaître l'autre. Puis il faut prendre le temps que le feu de paille se calme un petit peu. Parce que le pervers narcissique, là, il peut toffer là, à 2-3 semaines intenses jusqu'à 3 mois. Et au bout de 3 mois, là, il va être tanné. Ça demande beaucoup d'énergie pour lui de jouer, de acter ce personnage-là. Puis on va connaître son vrai visage. Voilà. Puis le vrai visage, ne faites-vous-en pas, quand il va arriver, il va être cru, il va être violent, il ne sera pas agréable. Parce qu'il va avoir des commentaires vraiment plates. Il va nous dire, franchement, t'es-tu vu dans cette robe-là? Hey, il n'y a pas aucun autre homme qui voudrait de toi, franchement, t'as-tu vu de quoi t'as l'air? Ça va être des commentaires plates comme ça. Alors là, c'est le signal d'alarme. Là, c'est le signal d'alarme. Oui, exactement. On peut en savoir beaucoup plus sur ce sujet dans un de tes livres qui s'appelle « Relations sous emprise ». Comment s'en libérer sur le plan autant personnel que professionnel. Donc, je vous invite à vous procurer ce livre-là ou moi, mon préféré, en tout cas, c'est devenu un livre de chevet parce qu'il est très complet avec plein d'exercices dans ce livre-là. Libérez-vous de votre passé et accédez à votre puissance aux éditions Béliveau. Et on peut consulter ton site internet annabelle-boyer.com. Quelle belle première chronique, Annabelle. J'ai eu vraiment du plaisir. Puis merci pour ces beaux trucs-là parce que ça concerne autant nos relations de couple que nos relations d'affaires, que nos relations amicales. Ça se peut qu'on ait un ou une amie perverse narcissique ou pervers narcissique. Donc, ça peut prendre toutes sortes de formes dans nos vies. C'était très, très, très instructif. Merci énormément, Annabelle. Ça fait plaisir. Je te souhaite une bonne semaine et on se retrouve lundi prochain à 10h pour d'autres secrets du cerveau humain.